John Fante, Mon chien stupide, traduit de l'américain par Brice Mathieu 100, 10-18, Christian Bourgois éditeur, 1987 pour la présente traduction. « 6. Harriet récoltait la moisson quotidienne de factures dans la boîte aux lettres quand nous sommes arrivés. À la vue du chien, sa mâchoire est tombée. La colère a jailli dans ses yeux. « Appelle ton agent », elle m'a dit d'une voix sèche. Point final. Elle a tourné le dos au portail, puis remonté l'allée jusqu'à la porte de la maison sans jamais se retourner. Nous avons emmené Stupide dans la cour de derrière pour lui donner à manger de la viande de cheval en boîte, achetée du Tandroco. Il a englouti 4 boîtes à 40 cents pièce, et il avait encore faim. « Ce chien va te ruiner », a dit Jamie. « Tu n'as même pas de boulot en vue. Le Seigneur y pourvoira. » Nous lui avons encore donné une boîte, puis je suis entré pour téléphoner à mon agent. Harriet était assise à la table de la cuisine, entourée des œuvres complètes de Bernard Shaw. Elle s'est imperceptiblement éloignée de moi pendant que je composais le numéro. Mon agent m'a dit qu'il tenait un gros coup. Joe Crispy, d'Universal, voulait me voir. Crispy et moi étions amis de longue date. Nous avions travaillé ensemble à la Columbia des années plus tôt. Le rendez-vous était fixé à 3 heures cet après-midi. J'ai dit que j'y serais. De quoi s'agit-il ? Je lui ai demandé. C'est top secret, a répondu mon agent, ce qui signifiait que tous les agents et scénaristes de la ville étaient au courant. TV ou cinéma ? Je ne peux rien te dire, a dit l'agent. Je suis contraint au secret. Ça voulait dire la télé. Mais peu importait, j'avais si salement besoin d'argent que j'aurais rampé devant Joe Crispy à l'entrée du Century Plaza contre un cachet correct. J'ai mis presque 1 heure à me raser, me doucher et endosser mon costume d'écrivain. J'ai même mis une veste à carreaux sous mon manteau sport en cachemire. Quand je suis repassé par la cuisine, Harriet avait disparu. Elle m'évitait à cause du chien. Je l'ai vainement appelée dans les 2 couloirs avant de trouver une porte de WC fermée. J'ai frappé. « Harriet ?» Pas de réponse. Mais je savais qu'elle était là. J'ai encore frappé. « Que veux-tu » elle a demandé. « J'y vais. » Pas un mot. « Veux-tu en parler avant que je m'en aille ? Je te prie de me laisser tranquille et de sortir d'ici, je suis sur le trône. » Je lui ai dit au revoir, puis suis allé au garage. Jamie jouait au basket. Stupide dormait sur la pelouse. Il semblait déjà faire partie de la famille, en harmonie avec le gazon, les arbres, et ce chaud après-midi de janvier. Quand j'ai fait sortir la porte du garage, j'ai senti un endroit lisse et mort sur ma joue, là où Harriet ne m'avait pas embrassé pour me dire au revoir. Depuis un quart de siècle, le baiser avant de partir faisait partie intégrante de notre existence. Il me manquait maintenant comme un grain de son rosaire à un moine. 7. Le trajet durait 40 minutes jusqu'à Universal. J'ai zigzagué dans les montagnes côtières par le canyon de Malibu jusqu'à la vallée, où j'ai pris l'autoroute tout du long jusqu'à Universal City. Je me rongeais les sangs à cause de la situation à la maison. L'humeur d'Harriet ne présageait rien de bon. D'habitude, elle était docile, aimable et un peu rancunière, mais quand on outrepassait certaines limites, elle s'en allait. C'était déjà arrivé 2 fois et dans chaque cas à cause d'un animal. Pendant la première année de notre mariage, alors que nous habitions San Francisco, j'avais un jour amené un rat blanc en cage dans notre appartement, avec l'intention de l'apprivoiser. Puis le rat s'est échappé dans les ressorts du divan, où il a été impossible d'aller le chercher. Harriet m'a donné 1 heure pour me débarrasser de lui. Quand j'ai échoué, elle a fait sa valise et sorti, puis est montée dans un car Greyhound à destination de la ferme de sa tante à Grass Valley. J'ai mis 1 mois à la récupérer. J'ai dû aller à Grass Valley et là, en présence de sa tante, je me suis agenouillé pour la supplier de revenir à la maison. Finalement, elle a accepté, mais non sans d'abord apporter d'importantes modifications au contrat de mariage. À l'époque, j'étais jeune et stupide. Je la baisais 3 fois par jour, par amour et pour m'avilir. 10 ans plus tard, Mingo, mon premier bull terrier, a mangé le chat siamois de Harriet, et elle m'a de nouveau plaqué, m'abandonnant avec une plaine maisonnée de chats, de chiens et de chiards. Retour à Grass Valley, journée de négociations, propositions et contre-propositions par le courrier, par téléphone, puis le numéro lassant du mari éploré à genoux, devant son épouse furibarde.
jusqu'à la conclusion d'un nouveau pacte. L'une des conditions stipulait que je devais renoncer à Mingo. C'était une exigence horrible, mais elle me tenait par les couilles, si bien que j'ai emmené Mingo dans un champ d'orangers de Tarzana, où un vieillard adorable élevait des boules terriers, et où est né plus tard mon grand Rocco, engendré par Mingo. Aujourd'hui, elle se mettait apparemment en condition en vue d'un nouveau départ pour Grass Valley. Je connaissais parfaitement les symptômes, le sourire de porcelaine, la bouche pincée, les méditations silencieuses aux toilettes, l'hostilité ricanante. Mais j'avais changé au fil des ans. Mes valeurs étaient désormais différentes. Un chien était certes une fort belle créature, mais il ne savait pas repasser les chemises ni préparer les fettuccini ou le poulet marsala. Pas davantage écrire une dissertation sur Bernard Shaw. Et puis un chien a l'air sacrément idiot en bas noir. Quand je me suis garé dans le parking d'Universal, je m'étais convaincu que Stupide devait partir. Comme j'avais 10 minutes avant mon rendez-vous avec Joe Crispy, j'ai téléphoné à la maison d'une cabine publique. Denis m'a répondu, je lui ai demandé d'appeler sa mère au téléphone. Il m'a dit: Écoute, papa, tu ne trouves pas que tu as déjà assez causé d'ennui comme ça? Je l'ai engueulé. Pas de sermon, petite crapule, appelle ma femme au téléphone. Plus d'une minute s'est écoulée avant que je n'entende de nouveau la voix de mon fils. Elle est dans son bain. Dis-lui que c'est important. Il y a eu un silence. Elle te plaque, papa. C'est pour ça que j'appelle. Dis-lui que le chien s'en va, dès mon retour à la maison. Il a laissé le téléphone 3 minutes, durant lesquelles j'ai glissé une autre pièce dans la fente. Désolé, papa ne te croit pas. J'ai grogné. Qu'y a-t-il, Denis? Encore Grass Valley? J'ai l'impression. Elle a retenu une place dans l'avion de 7 heures pour Sacramento. Empêche-la de faire ça, dissuade-la. Que crois-tu que je fais? Si elle se trisse, que va devenir ma disserte sur Bernard Shaw? Essaie encore. Je rentre à la maison dès que possible. J'ai raccroché, groggy et dégoulinant de sueur dans la chaleur de la vallée. Puis j'ai marché jusqu'au bureau de Joe Crispy dans le bâtiment C. J'ai senti l'ancienne douleur revenir dans mon duodénum, cet élancement qui me tordait toujours les tripes avant un rendez-vous avec un producteur. Mais cette fois, je savais que ça n'avait rien à voir avec Joe Crispy. C'était la perspective du départ d'Harriet et l'épuisant processus de la réconciliation. Je ne pouvais plus négocier comme avant. J'étais foutrement trop vieux. Plutôt me tirer une balle dans la tête que de refaire le pèlerinage à Grass Valley. Revoir cette vieille baderne de tante qui avait maintenant 90 ans. Son salon style 1890, cette affreuse ville dont les habitants m'appelaient encore le petit Rital. J'ai marmonné une prière: San Gennaro, aidez-moi, au nom du ciel. Devant le bâtiment C, un petit fox terrier pomponné comme pas deux s'est mis à aboyer vers moi dans un coupé Mercedes à $10 000, avec une décoration intérieure en cuir rouge, une petite morveuse de chienne convaincue d'avoir le monde à ses pieds. Je me suis approché de la voiture et lui ai tiré la langue. Elle a passé ses mâchoires déchaînées par la mince ouverture en haut de la vitre et s'est mise à brailler comme un putois. J'ai visé et je lui ai craché à la gueule, en espérant qu'elle appartenait à Jacqueline Suzanne. Je n'avais pas vu Joe Crispy depuis 7 ans, depuis l'époque où nous nous retrouvions régulièrement au bureau d'aide de l'État à Santa Monica pour toucher nos chèques de chômage. Aujourd'hui millionnaire, il produisait 3 émissions de télévision à succès et avait aussi à son actif une crise cardiaque. Il avait grossi, des bajoux encadraient son visage basané de Sicilien. Trop de choses et trop peu nous étaient arrivés pour que nous puissions retrouver la chaleur de nos précédents rapports. Il avait même oublié le nom de mon épouse qu'il appelait Hazel. Très pragmatique, il est allé droit au but. Il venait de terminer le film pilote d'un nouveau feuilleton, une comédie très humaine, précisait-il, et il sentait qu'elle convenait admirablement à mes talents. Le financement de l'opération était déjà assuré. Il envisageait 26 épisodes. Tu pourras en écrire autant que tu voudras, il a dit. Tu as du temps? Je veux dire, tu bosses sur quelque chose? Je lui ai répondu que j'étais libre, prêt à me mettre au travail. Magnifique, il a dit en s'extirpant de son fauteuil. Allons à la salle de projection. J'ai organisé une projection du pilote pour toi. Parle-moi d'abord un peu. Regarde d'abord le pilote, on discutera après. Je veux que tu le vois sans préjugés. Je l'ai remercié pour le mal qu'il s'était donné afin d'obtenir une projection spécialement pour moi. Laisse tomber, je fais toujours ça avec les scénaristes, carte sur table et pas de prêchi-prêcha. C'était typique de Joe Crispy. Originaire des bassins houillés de Pennsylvanie, il avait publié un roman sur la pauvreté et le désespoir des mineurs italiens, puis s'était orienté vers des films sur les dockers, les boxeurs et les gangsters. Il avait l'air d'un dur, son écriture était sèche, il essayait toujours d'être honnête. S'il préparait un feuilleton comique, les personnages devaient être les gens frustes et terriens qu'il connaissait si bien,
Des Italiens, des Polonais, des Noirs. Je pouvais écrire avec des personnages de ce calibre. Il m'a fait descendre 2 étages jusqu'à la salle de projection. J'ai décidé d'aimer le pilote quoi qu'il arrive, car j'avais besoin d'argent et de réussir un scénario à succès. Crispy a ouvert la porte de la salle de projection et nous sommes entrés. C'était une petite salle qui contenait une cinquantaine de fauteuils. J'ai eu un coup au cœur en découvrant que chaque place était occupée et qu'il y avait beaucoup de gens debout à l'arrière et le long des murs. C'étaient des scénaristes, évidemment, de jeunes scénaristes, des gars de Princeton et de Dartmouth, des scénaristes new-yorkais habillés dernier cri, la plupart portant la barbe et les cheveux longs. Il y avait aussi quelques scénaristes femmes assez chic et séduisantes pour être des actrices. J'étais le plus vieux couillon de la salle. Hormis Joe et moi, tous les gens présents avaient moins de 30 ans et semblaient paisibles, ambitieux et impitoyables. Crispy s'est installé à la place d'honneur derrière un bureau couvert de téléphones et relié électroniquement à la salle de projection. L'acide giclait de mon duodénum quand les lumières se sont peu à peu éteintes. Mon vieil ulcère me conseillait de foutre le camp, pendant que je cherchais une place debout près de la sortie. L'écran s'est illuminé. La projection spécialement organisée à mon intention a commencé. Mes tripes se sont nouées comme une ligne de pêche quand la chose a commencé de défiler sur l'écran. Le feuilleton s'intitulait Pierre le chanceux. Et je vous le donne en mille, son héros était un chien, un putain de petit caniche français nommé Pierre, dont la maîtresse était Mélinda, 14 ans, et puis il y avait le papa, un banquier de Wall Street, ainsi qu'une snob et arrogante maman. Cette saloperie était accompagnée d'une bande-son de rire totalement superflue, car ces lèche-culs de scénaristes hurlaient à chaque mètre de pellicule et s'époumonaient à chaque dialogue. C'était un drame atroce et bouleversant, tout droit issu des mines de charbon de l'enfance de Joe Crispy. Mélinda, papa et maman prennent à Paris un 747 pour rentrer à la maison. Mélinda a caché le ravissant petit Pierre dans un sac, et personne parmi les passagers ou l'équipage ne se doute de sa présence. Alors qu'ils survolent l'Atlantique, 2 terroristes, assez basanés pour être cubains, s'emparent de l'avion. Mais Pierre surgit alors de son sac au milieu des hurlements des passagers et des cris enthousiastes des scénaristes présents. J'ai senti que j'allais vomir ou mourir. J'ai senti une brûlure rance monter vers ma gorge. Alors j'ai ouvert discrètement la porte, puis pris mes clics et mes claques. Au tabac, à côté de la cafétéria, j'ai acheté 2 paquets de bicarbonate, puis me suis dirigé vers ma voiture. J'avais fini le premier quand je suis arrivé sur l'autoroute de Calabasas. Il était presque 5 heures. J'avais tout le temps de rentrer à la maison avant le départ d'Ariette pour l'aéroport. Mon ulcère s'était calmé, au point que j'ai risqué une cigarette, mais la douleur est revenue en force quand je me suis engagé dans l'allée. Denis portait les bagages d'Ariette dans sa voiture. Trop tard, il m'a crié, en me voyant me précipiter dans la maison. Assise en peignoir devant sa coiffeuse, Ariette passait du vernis sur ses ongles. La vapeur de son bain embuait les vitres. La senteur voluptueuse des sels de bain et des parfums saturait l'air. L'espace d'un instant, j'ai songé à la culbuter, mais les muscles crispés au milieu de son front indiquaient clairement qu'elle n'était pas d'humeur à pratiquer ce genre de sport. Alors tu t'en vas, j'ai dit en m'asseyant sur le lit. Tu as sacrément raison, je m'en vais. Pourquoi? Tu as gagné, le chien part. Elle ne disait rien. Il ne s'agit peut-être pas du chien, mais de moi, j'ai reconnu. Je viens de me creuser la tête pendant 1 heure ou 2, et ce que j'ai découvert n'est pas très agréable. Je suis un mari pourri, un mauvais père, un écrivain minable, un raté sur toute la ligne. Pas étonnant que tu partes. Tu en as marre de moi, marre de mes coups tordus. Je ne suis pas non plus un Adonis. Tu devrais peut-être aller passer quelques jours à San Francisco, trouver un jeune gars aimable et t'envoyer en l'air. C'est une thérapie formidable, et Dieu sait que tu as le droit de t'amuser un peu. Son visage s'est adouci tandis qu'elle me regardait dans le miroir. Si je change d'avis, me promettras-tu quelque chose? Tout ce que tu voudras. Ne laisse pas entrer le chien dans la maison. Le chien part. Pas question de le garder ici. Je ne veux pas que tu te sépares de lui. Tu as besoin d'un chien. Tu n'es plus le même depuis la mort de Rocco. Tu ne pars plus? Je ne peux vraiment pas. Je dois rendre cette dissertation sur chaud la semaine prochaine, sinon Denis n'aura pas son examen. Elle s'est levée et a retiré son peignoir. Zap. Elle portait une jarretière au-dessus d'une minuscule culotte à l'élastique noir, bordée de jaune et décorée de roses jaunes. À la taille, un ruban noir parsemé d'autres roses et des bas noirs. Sainte Mère de Dieu, j'ai dit. Elle s'est éloignée de moi pour fermer la porte et la verrouiller. Je suis resté assis, en regardant les ondulations sinueuses de son cul,
semblable aux cordes pincées d'une guitare. La douleur de l'ulcère avait disparu. 8. Stupide était sage comme une image. Il ne s'aventurait jamais hors de la propriété, bien que les 2 portes fussent ouvertes en permanence. Et le garder hors de la maison ne posait pas le moindre problème. Il préférait le grand air. Il aimait dormir sur la pelouse, qu'il pleuve ou pas, et se servait rarement du lit que nous lui avions aménagé au garage. Cet animal habitué au froid exprimait toute son énergie quand un orage éclatait ou que la température chutait. Quand elle montait au-dessus de 30 degrés, il se réfugiait dans le lierre ou sous un arbre. Pour la forme, j'ai tenté de retrouver son propriétaire, mais mes efforts avaient pour seul but d'apaiser ma conscience. Ainsi j'ai fait passer une petite annonce dans le modeste journal local en disant que j'avais trouvé un gros chien mâle et que je désirais entrer en contact avec son propriétaire. J'ai volontairement évité l'énorme LA Times, diffusé dans toutes les bourgades du sud-ouest. Au bout d'une semaine, j'ai fait retirer l'annonce, acheté une licence pour stupide et les fait vacciner contre la rage. Le fonctionnaire qui m'a donné la licence l'a catalogué Akita pur sang. Quant au vétérinaire d'Oxnard, qui lui a administré les piqûres, il l'a qualifié de croisement entre chien esquimau et Akita, tandis que son assistant optait pour un croisement entre Chocho et Akita. Pour moi, Stupide était un Akita pure race, car lors d'une exposition canine, j'avais vu d'autres membres de cette espèce. Tous avaient des yeux obliques, des pattes palmées et une queue empanachée. Stupide ressemblait exactement aux Akita de l'exposition. C'était sans aucun doute un étranger, avec tous les problèmes d'adaptation d'un étranger dans un quartier WASP, méprisé par tous les chiens de souche anglaise et détesté par les races allemandes. Il faisait bonne figure dans le clan des bâtards, mais il essayait de baiser avec tous les mâles sans exception. Il haïssait les femelles. Quand elles étaient en chaleur, il les attaquait sauvagement. Il avait terrifié la Gracie de Madame Epstein. Après cette première rencontre, je n'ai jamais revu Gracie, même si je l'entendais souvent aboyer derrière la maison des Epstein. Naturellement, les Epstein ont cessé de nous parler. Nous nous évitions chaque fois que nous poussions nos chariots dans les allées du supermarché. Les chiens vivaient en liberté à Point Dume. Quand une bande de mâles excités passait devant la maison à la poursuite d'une femelle en chaleur, Stupide jaillissait comme un boulet de canon, dispersait les prétendants, puis rejoignait la femelle. Elle l'attendait en minaudant pendant qu'il trottait vers elle. Ensuite elle avait le choc de sa vie, car il la mettait KO et l'attaquait furieusement, jusqu'à ce qu'elle s'enfuit la queue basse. J'avais 2 théories pour expliquer l'inadaptation de Stupide. Selon la première, il avait certainement appartenu à une portée de nombreux chiots, une dizaine de frères et sœurs, tous plus vigoureux que lui-même, si bien qu'à l'heure des repas, tous sauf lui avaient une mamelle à téter. Et il devait attendre que les autres fussent rassasiés avant de trouver un téton disponible. Mais sa mère avait alors épuisé ses réserves, ou bien elle en avait par-dessus la tête, moyennant quoi elle le rejetait. Stupide avait amèrement souffert de ces mauvais traitements précoces. Au fil du temps, surtout pendant la puberté, il avait ruminé ce rejet maternel et fini par détester toutes les femelles. Ou alors, ayant atteint la maturité sans rencontrer de problème majeur avec ses parents, il avait connu une première expérience sexuelle désastreuse, peut-être avec une chienne frigide, une femelle de grand danois, ou une fière à bras qu'il avait non seulement repoussée, mais sans doute rossée. Pour couronner le tout, il y avait le problème de ses origines. Convaincu de son pédigré japonais, je pouvais fort bien me tromper en le considérant comme un Akita pure race. On pouvait envisager que sa mère ait été un berger allemand, auquel cas le choc des cultures orientales et teutones risquait de créer de fantastiques complications génétiques. L'agressivité germanique alliée à la ruse orientale, cela formait une combinaison imprévisible, aussi explosive que celle de l'essence et du saké. Ces éléments pouvaient rester stables pendant un certain temps, mais tôt ou tard, la conflagration était inévitable. Le chemin du cœur est le même pour un chien que pour un homme. Au bout de 2 semaines, Stupide a compris qu'il dépendait de moi pour la nourriture. Dès lors, j'ai été son maître. J'avais besoin d'un chien. Il simplifiait le cercle de mon existence. Il était là dans la cour, bien vivant et amical, occupant la place de tous les autres chiens morts et enterrés dans la terre même qu'il foulait. Je pouvais comprendre cela. Mes amis chiens, vivants puis morts, réunis sur le même terrain. Cela avait du sens. Mon père et ma mère reposaient dans un cimetière du Nord, et moi j'étais toujours vivant à Point Dume. Je marchais sur cette même terre californienne qui les abritait. Cela aussi je le comprenais. Je sortais parfois le soir avec ma pipe, mon regard allait de Stupide aux étoiles, et je sentais comme un lien. J'aimais ce chien. Quand j'étais enfant dans le Colorado, je restais souvent assis avec mon chien pour regarder les étoiles. Stupide était l'enfance ressuscitée. Il ramenait les pages de mon catéchisme. Qui est Dieu?
Dieu est le créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses. Dieu est-il partout? Dieu est partout. Dieu nous voit-il? Dieu nous voit et nous surveille. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Dieu nous a créés pour que nous le connaissions et l'aimions dans ce monde, et pour que nous soyons heureux avec lui dans le prochain. Je pouvais y croire de tout mon être quand j'étais assis sur l'herbe avec Stupide. Parfois il profitait de ma position pour se lever, poser ses pattes avant sur mes épaules et essayer de me sauter. Il m'aimait donc. Comment aurait-il pu exprimer autrement son amour? En écrivant un poème, en m'offrant un bouquet de roses? Je lui assénais un bon coup de coude dans les côtes, ce qui suffisait à le faire descendre. Rocco aussi m'avait aimé. Lui exprimait son amour en mordant mes chaussures, ou en déchirant un objet qui m'appartenait, une chemise, une paire de chaussettes, mon chapeau, ou malheureusement les poignées de mes clubs de golf. Mais Rocco était un individu normal, il aimait les chiennes, alors que Stupide avait ce problème avec les femelles qui me le rendait cher. Il m'a fait du bien. Un mois après son arrivée, j'ai commencé un roman. Rien d'extraordinaire à cela. J'entamais tout le temps des romans qui me permettaient de combler les temps morts entre deux scénarios. Mais ils tournaient court à cause de mon manque de confiance et de discipline. Je les abandonnais alors avec un sentiment de soulagement. Écrire des scénarios était plus facile et rapportait plus de fric. Il me suffisait de torcher une sorte de schéma unidimensionnel, de faire tout le temps bouger mes personnages. La formule de base était toujours la même, de la bagarre et du cul. Quand c'était terminé, vous donniez ça à d'autres gens qui bousillaient votre travail pour essayer d'en faire un film. Mais quand j'entamais un roman, ma responsabilité était terrible. J'étais non seulement le scénariste, mais aussi le héros, tous les personnages secondaires, et puis le metteur en scène, le producteur, le chef opérateur. Si votre scénario aboutissait à un résultat médiocre, vous pouviez vous en prendre à tout un tas de gens, du metteur en scène au dernier des machinistes. Mais si mon roman faisait un flop, je souffrais seul. J'avais déjà écrit 15 000 mots sans le moindre symptôme d'effondrement, quand le vieux désir de plaquer ma famille est revenu. Les pages fredonnaient. Je voulais être seul. J'ai bien sûr pensé à Rome, j'ai même joué avec l'idée d'y emmener Harriet. Avant le départ, nous vendrons d'abord la propriété de Point Dume, chose impossible tant que nous aurions les enfants sur le dos. Quant aux chiens, je pensais qu'ils n'aimeraient pas Rome, une ville où tous les chiens doivent être muselés et tenus en laisse. Bizarrement, je n'imaginais jamais Stupide avec moi à Rome. Il m'était seulement utile avant le voyage. Une fois les enfants dans la nature et la maison vendue, je serais riche et libre comme l'air. Plus je tirais des plans sur la comète, moins Harriet y figurait. Tout bien pesé, je ne pensais pas que Rome lui plairait. Séparée de ses amis, isolée par la barrière de la langue et celle de la culture, elle s'ennuierait à mourir. Et puis elle n'avait plus le moindre goût pour les choses italiennes. Finalement, j'ai décidé que la meilleure solution pour elle serait de louer un appartement à Santa Monica, après quoi je pourrais m'envoler pour la Piazza Navona et entamer une vie nouvelle. 9. Harriet escomptait un meilleur résultat avec Bernard Shaw. Elle a eu un B. Ça a été une cruelle déception pour son orgueil, même si ce B permettait à Denis de quitter l'université de la ville avec une mention passable en études théâtrales. La lettre fatidique est arrivée par un brûlant après-midi lugubre de février. L'air chaud de Santa Anna suffoquait le ciel, l'atmosphère semblait saturée d'électricité, les arbres grésillaient comme pendant un incendie, la mer était plate et amorphe. La chaleur et la mauvaise nouvelle l'ont tellement déprimée qu'elle s'est consolée avec la bouteille. Je me suis mis à boire avec elle par sympathie, car j'avais lu sa dissertation, 20 pages de prose lucide et sophistiquée. C'était précisément ce qui avait cloché. Beaucoup trop bon pour avoir été écrit par un nigaud comme Denis. Assis dans la cuisine dont toutes les fenêtres étaient ouvertes, nous avons bu du chablis frais jusqu'au coucher du soleil, en écoutant la marée montante rugir comme des lions dans une fosse. Stupide allait fébrilement d'un endroit à un autre dans la cour, piégé dans son épaisse fourrure, le souffle court et ne tenant pas en place, tandis que le vent brûlant agitait les pins. Nous buvions le vin glacé comme du petit lait. Son effet n'a pas tardé à se faire sentir. Je vais protester auprès du conseil universitaire, a dit Harriet d'une voix vibrante. Ce Roper est un pédant méprisable et vindicatif. Il a volontairement descendu Denis. Elle a brusquement vidé son verre. Va me chercher l'annuaire. Trouve le numéro du conseil universitaire. C'est trop tard, ils sont fermés à cette heure. J'y vais personnellement, elle a menacé. Je veux m'expliquer face à face avec ce Roper. J'ai droit à une explication. Si tu y vas, vas-y seul, je lui ai suggéré. N'emmène pas Denis avec toi. Monsieur Roper risquerait de lui poser quelques questions gênantes sur Bernard Shaw, et tu serais prise en flagrant délit d'imposture. Ça l'a un peu calmée. Oh Dieu, elle a gémi.
Je me suis vraiment décarcassé pour cette disserte, j'ai tout donné. Elle est allée vers la cuisinière pour ouvrir le four où les lasagnes mijotaient en dégageant une délicieuse odeur d'herbe et de sauce tomate. Elle a retourné les légumes, puis remué la salade avec une cuillère en bois. C'était l'une de ces rares occasions où la famille serait réunie au grand complet pour dîner, Rick Kolb compris. Sinon, la cuisine était devenue un lieu de passage où chacun préparait ses repas à sa guise. C'était inévitable car tous les habitants de la maison se réveillaient à des heures différentes et l'on ne pouvait compter sur personne pour préparer le dîner. Cette tâche incombait donc à Harriet et moi. Un jour, Harriet a cessé de cuisiner des repas dignes de ce nom. Elle a rempli le congélateur de plats à réchauffer et laissé sa progéniture se débrouiller. Elle a d'abord cru que cela lui donnerait moins de travail, mais elle se trompait, car personne ne lavait sa vaisselle ni ne nettoyait la cuisine. Ni les sermons, ni les règles édictées n'aboutirent au moindre résultat. C'était toujours Harriet qui faisait le sale boulot, s'occupait de toute la maison, des chambres, du linge, des comptes. Elle dirigeait tout, sauf le jeudi, quand la femme de ménage nettoyait les vitres et s'occupait des tâches les plus dures. J'ai regardé l'horloge en débouchant une autre bouteille. Presque 7 heures. Ils avaient déjà une demi-heure de retard. Mais il était inutile de se mettre en rogne, mieux valait s'y habituer. À tout moment, nous nous attendions à entendre le téléphone sonner, Dominique, Denis ou Tina, nous informant qu'ils seraient en retard ou annonçant tout de go qu'ils ne viendraient pas. Mieux valait s'habituer à cela aussi. Nous buvions le chablis dans un silence pessimiste, notre patience à bout, car nous évitions soigneusement un sujet qui pesait lourdement sur nos cœurs, l'indépendance de nos enfants. C'était pourtant un sujet éculé, que nous avions abordé sous tous les angles, une saloperie de boulet à nos pieds, qui nous permettait de nous apitoyer sur nous-mêmes et de ressasser nos erreurs. Mais lorsque nos langues nageaient dans l'alcool, surtout le vin, Harriet et moi retirions nos masques pour nous lancer dans un jeu cruel, auquel nous jouions parfois. Quand elle a dit « Tu ne trouves pas que Denis a un merveilleux esprit analytique ?» j'ai compris que le jeu avait commencé, et je ne me suis pas fait prier pour y participer. Ce gosse est un génie, j'ai répondu, un génie incontestable. Un acteur dans la famille, a gloussé Harriet, ça va être formidable. Absolument un autre Frankie Avalon, peut-être même un Jackie Cooper. Denis est tellement sensible, si reconnaissant du moindre service. Je crois que c'est ce que je préfère en lui. Je sais ce que tu veux dire, j'ai rétorqué. C'est sa meilleure qualité, mais bon Dieu, voyons les choses en face. Tous nos gosses possèdent cette qualité, cet amour du foyer, ce respect inné pour leur père et leur mère. Je crois que Denis mérite d'être récompensé pour son diplôme d'études théâtrales. Il a écrit une dissertation magnifique. Que dirais-tu d'hypothéquer la maison pour lui acheter une Bentley? Voilà une voiture d'acteur, ça lui donnerait de l'assurance. Il n'acceptera jamais. Il est comme Tina, il pense toujours aux autres. Ah, cette Tina, j'ai dit en souriant. Quelle épouse elle va faire pour Rick Cole? Quelle femme d'intérieur, quelle cuisinière? Dire qu'elle a appris tout ça ici même, en aidant sa mère. C'était une merveilleuse élève. Je n'ai jamais rencontré un talent pareil pour faire la vaisselle, récurer les planchers, nettoyer les murs et les fenêtres. Elle adore ce travail. C'est une fille courageuse et propre comme un sous-neuf. Oh, je sais, j'ai vu sa chambre ce matin. Un véritable modèle d'ordre. Pas de serviettes par terre, pas de vêtements dans tous les coins. Seigneur, ce Rick Kolb est un sacré vénard. D'ailleurs, ils sont faits l'un pour l'autre. Des enfants de la nature qui iront de plage en plage. Pendant que Rick fera du surf, elle s'occupera de la maison. Ils mangeront des moules avec des biscuits salés, loin des soucis du monde. Et quand les bébés arriveront, ils les installeront dans des hamacs en travers de leur maison à roues. Et nous, j'ai protesté. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous occuper des bébés? Elle a soupiré. Nos propres petits-enfants, qui une fois encore rempliront la maison de rire. Tu es sûr que ça ne t'ennuierait pas, les couches et tout le reste? Ces chères petites fesses, j'adorerais ça. Oh, Harriet, est-ce Dieu possible? Tu crois vraiment qu'il nous les confierait? Ce serait l'accomplissement du rêve de ma vie, l'activité idéale de nos vieux jours, recommencer tout le cycle, élever de nouveau des enfants. Nous nous sommes arrêtés sans un rire, ni même un sourire. Nous étions silencieux et fatigués. Nous n'avions pas fini. Il restait Dominique. Dominique. Qui? Elle refusait de jouer à notre jeu avec lui. Il y avait des femmes noires dans son avenir, et même le cynisme était insuffisant pour aborder ce sujet. Aussi sûrement que nous étions assis là, nous savions tous deux qu'un jour Dominique nous ferait cadeau d'une bru noire. Je m'en moquais. Quelque part dans mon arbre généalogique napolitain, il y avait une cargaison de Nord-Africains. Mais Harriet, elle venait de Londres du côté de son père et de Düsseldorf par sa mère. Vers 8 heures, ils ont commencé d'arriver en traînant la savate. D'abord Jamie. Il venait de son travail, son retard s'expliquait. Ses notes du semestre auraient dû être dans le courrier avec celles de Denis.
Harriet lui a demandé pourquoi nous n'avions rien reçu. J'en sais rien, il a dit. Les résultats sont bons, j'ai demandé. Excellent, il a répondu évasivement en se servant un verre de vin. Tu as intérêt si tu veux éviter la conscription. Inutile de me le rappeler. Il était troublé, mais rien de plus difficile que de soutirer des informations à ce gamin. Contrairement à ses frères, il était paisible et mystérieux. Quand on le pressait, il avait une façon bien à lui de se fondre dans les murs. Puis Denis est arrivé. Il a sorti une enveloppe de sa casquette de chauffeur des taxis jaunes et l'a tendue à Harriet. C'était une lettre de M. Roper. Harriet a refusé de l'ouvrir. Je n'aime pas M. Roper. Elle me l'a donnée. Je l'ai ouverte et je l'ai lue. Chère Madame Mollise, je tiens à vous remercier pour votre superbe dissertation sur Bernard Shaw. C'était de très loin le plus bel essai écrit par un parent que je n'ai jamais lu en 25 ans d'enseignement. Officieusement, c'est un plaisir pour moi de vous récompenser d'un A. Toutes mes félicitations, sincèrement vôtres. Thomas Roper. Harriet a eu peur. Que veut-il dire? Tu as des ennuis, Denis? Non, pas d'ennuis, je suis simplement gêné. Tu as eu un B, j'ai dit. Que veux-tu de plus? Il m'a démasqué, je suis un escroc, la vérité a éclaté au grand jour. Bon Dieu, ne me dis pas que tu viens de t'en apercevoir. Il s'est penché pour embrasser Harriet. Je sais que tu voulais bien faire, maman, mais tu en as rajouté. La disserte est trop bonne. Me rendrais-tu un autre service? Qu'as-tu donc en tête? Je lui ai demandé. J'aimerais que vous écriviez une lettre à mon officier commandant. Il avait un culot monstrueux. Maintenant qu'il avait son diplôme universitaire, il voulait qu'Harriet et moi l'aidions à sortir des réserves de l'armée. Quel genre de lettre? Dites-lui que je suis homosexuel. Oh mon Dieu! S'est écrié Harriet. Je suis inapte à porter l'uniforme, il a continué, immoral, une mauvaise influence. En tant que parent au cœur brisé, et par devoir patriotique, vous me dénoncez. C'est dégoûtant, a dit Harriet. Évidemment que c'est dégoûtant, mais ça me permet de couper à l'armée. Harriet s'est brusquement retournée pour le gifler. Un peu étonné, il s'est frotté la joue. Maman, tu ne comprends pas. Je nierai cette accusation. Oh, Seigneur, mon propre fils. Elle s'est levée et a filé à la cuisine. Bien joué, j'ai dit. Tu sais vraiment t'y prendre pour mettre ta mère de bonne humeur. C'était une simple suggestion, elle n'est pas obligée de le faire. Juste une question, j'ai fait. Es-tu aussi pédé? Il a souri. Tel père, tel fils. Il y a eu un cri dans la cour. C'était Tina. Nous nous sommes précipités vers la porte, puis éparpillés dans la nuit. Rick Kolb était cloué au portail. Stupide l'écrasait de tout son poids en essayant d'enfoncer son glaive. Des coups foireux qui glissaient sur le jean de Rick, tandis que Tina lui flanquait de grandes claques avec son sac à main. Marche-lui sur les pattes, j'ai crié. Denny a foncé à travers tout le monde, puis décoché un formidable coup de pied stupide. Il a fait mal au chien, qui est retombé à terre en grognant avant de se coucher sur la pelouse, le souffle rauque. Je me suis pensé pour le caresser. Tu as mal, mon vieux? Eric alors, a hurlé Tina. Lui aussi a peut-être mal. Tu es blessé, Eric? Non, il a répondu d'un air dégoûté. Il ne te voulait pas de mal, j'ai dit. C'est cette chaleur. Stupide est un chien des pays froids. Putain, oui, a fait Eric. La dernière fois qu'il a essayé de me sauter, il faisait froid et il pleuvait. Tina est intervenue. Dépense donc pas ta salive, la seule chose qui lui importe, c'est cet affreux kleps. Elle a pris le bras de Rick et entraîné son fiancé dans la maison. Faut que tu te débarrasses de ce chien avant qu'il tue quelqu'un, a dit Denis. Je me suis approché de lui près du portail et j'ai serré les revers de sa veste. Écoute-moi bien, j'ai dit. Tu es peut-être mon fils. Tu pourrais même être mon père, ou pourquoi pas ma mère. Mais qui que tu sois, je t'avertis. Ne redonne plus jamais, mais alors jamais, de coups de pied à mon chien. Est-ce clair? Tout à fait. Très bien, mangeons. Nous sommes rentrés à la queue leu-leu dans la maison, pour tomber sur une scène d'amour juvénile en plein milieu de la cuisine. Rick sirotait un scotch pendant que Tina coiffait ses cheveux décolorés par le soleil. On aurait dit deux comploteurs éplorés. Tina m'a fusillé du regard. J'ai remarqué que la bouteille était celle du placard à balai. Le téléphone a sonné, j'ai répondu. C'était Dominique. Il appelait de la cabine de la Grand Route. Ça pose un problème si je viens accompagner, il m'a demandé. Blonde ou brune? Très brune. Je ne peux pas te répondre à la place de ta mère, mais pour moi ça va. Quand j'ai raccroché, j'ai découvert Harriet à côté de moi qui écoutait. Elle est noire? Très brune, j'ai dit. Alors, résignée, elle a baissé les yeux. Les gamins se sont installés dans le salon avec des verres et un pichet de vin Red Mountain. Harriet a mis un couvert supplémentaire sur la table puis a vérifié la cuisson de ses plats. Elle s'était donné beaucoup de mal avec les bougies, les fleurs, son argenterie réservée aux grandes occasions et les verres de Florence pour le vin. L'invitée de Dominique s'appelait Katie Dan.
Elle était menue, jolie et formidable dans son pantalon de cuir noir et ses bottes montantes, lisse comme une plume et sombre comme du café noir. Elle possédait un cul spectaculaire et haut placé. Sous son chandail vert, ses seins vous défiaient. J'ai envié Dominique. Lui aussi avait un faible pour les culs. J'ai fièrement présenté Katie à Harriet. Salut maman, a dit Katie en l'embrassant avec enthousiasme. Comment allez-vous a rétorqué poliment Harriet en vacillant un peu. Katie m'a embrassé aussi en disant Hello Pop. Elle aurait pu se dispenser du pop. Personne ne m'avait jamais affublé de ce sobriquet. Aussi fier qu'un impresario accompagnant sa vedette, Dominique l'a emmené dans le salon pour la présenter aux autres. Puis il est venu chercher 2 verres dans la cuisine. Quelqu'un a monté le volume de la hi-fi et les Supremes nous ont cloué le bec. J'ai débouché le vin, puis retourné la salade, maintenant ramollie, tandis qu'Harriet retirait les lasagnes du four et les découpait en parts carrées. Quand elle les a généreusement saupoudrées de fromage italien, j'ai revécu une bouffée nostalgique de mon passé dans la lointaine cuisine de ma jeunesse. Mon père, que le vin avait rendu gai, retournait lui aussi la salade en cette époque révolue. Un souvenir désagréable, déchirant. Un flashback qui a bien failli me faire pleurer. Mon âme s'est étouffée, car je n'avais jamais voulu être père. Mais j'étais pourtant ici 4 fois père, et la Piazza Navona s'éloignait comme une planète désormais inaccessible. Quand tout a été enfin prêt, Harriet a dit « Appelle-les pour dîner ». Je suis entré dans le salon, submergé par le chaos sonore des Supremes. La pièce était déserte, des verres à moitié vides jonchaient le manteau de la cheminée et la table basse. Il s'était évaporé. J'ai entendu des voix dehors, j'ai ouvert la porte. Tous les 6 sortaient par le portail. À table, j'ai crié. Ils se sont retournés silencieux. On n'a pas faim, dit Jamie. Fait trop chaud pour manger, a ajouté Denis. Nous allons à la plage, a expliqué Dominique. On mangera plus tard. Impossible, j'ai gueulé. Tout est prêt. Ils se sont fondus dans les ténèbres du bas de la rue vers la barrière de la plage. Jamie a été le dernier à partir car il voulait que Stupide l'accompagne. Avec un bond de plaisir, le chien l'a rejoint. 10. Nous avons allumé les bougies pour le repas funèbre, le cercueil des lasagnes posé entre nous. Manifestant une parfaite sobriété d'émotion, nous n'avons pas pleuré le deuil qui nous accablait. Nous avions besoin l'un de l'autre en cette heure d'épreuve et sommes restés courageusement quoi. Harriet avait quelque chose d'héroïque, une sorte d'élégance tragique quand, à longue goulée, elle a bu le vin frais et n'a pas eu honte de sourire. Elle a rempli son verre, l'a vidé encore, et j'ai pensé qu'elle buvait trop vite, avec une provocation excessive. Elle m'a regardé et dit « Tu bois trop vite ». Les lasagnes étaient trop cuites, la sauce avait durci sur les bords. La salade aussi semblait cuite. Et les zucchini réduits en purée. Je picorais dans mon assiette en observant ma femme. Son visage s'était arrondi en forme de lune, car elle avait 5 kilos de trop et suivait un régime. Mais ce soir elle mangeait sans retenue, à grands coups de fourchette, et je l'entendais mastiquer. Mais ce n'était pas le moment de la critiquer, si bien que je me suis tu. Pourquoi fais-tu autant de bruit en mangeant elle m'a demandé. Brusquement, je me suis senti insulté, blessé, et je lui ai lancé un regard froid. Qui était cette femme? Mon épouse, naturellement. Mais que savais-je vraiment d'elle après 25 ans de mariage? Quelle part d'elle et quelle part de moi avaient donc hérité nos enfants ingrats? Tous, sauf Tina, avaient hérité ses yeux, sa charpente, ses dents. Pourquoi ressemblaient-ils autant à leur mère? Pourquoi n'étaient-ils pas petits et rablés comme leur père? Pourquoi évoquaient-ils des employés de magasin et pas des tailleurs de pierre? Où était passée l'âpreté paysanne de mon père et l'innocence de ma mère, les yeux bruns et chauds de l'Italie? Pourquoi ne parlaient-ils pas avec leurs mains, au lieu de les laisser pendre comme des choses mortes pendant la conversation? Où était passée la dévotion et l'obéissance typiquement italienne envers le père, l'amour clanique du foyer et de la famille? Tout cela était parti en fumée. Ce n'étaient pas mes enfants. Ils étaient simplement 4 graines égarées dans quelque obscure trompe de Fallope. C'étaient ses enfants à elle, les derniers rejetons d'une souche anglo-germanique arrivés en Californie après avoir vécu dans le New Hampshire et en Allemagne. Tous des protestants. Une sacrée équipe, pour ne pas dire plus. Comme son oncle Sylvester, le juge de paix, qui jouait de la cithare dans son tribunal en condamnant à des peines cruellement inhumaines des contrevenants au code de la route qui avaient eu le malheur de se tromper de rue dans quelques trous sordides du comté d'Amador. Et puis il y avait son cousin Rudolph, qui habitait Mille Valley et dont on parlait uniquement à voix basse, car il écrivait régulièrement à Alexander Hamilton afin de l'avertir du complot que tramait Aaron Burr pour l'assassiner. Rien de tel parmi mes géniteurs, tous originaires des campagnes ensoleillées de l'Italie, d'honnêtes paysans respectueux du Seigneur. Ma mère s'appelait Maria Martini, mon père Nicolas Molise.
des gens simples, sans complications, qui descendaient sans doute de Jules César. Mais qui diable étaient les Atherton de Romney, New Hampshire ou les Steinhorst de Hambourg en Allemagne? J'avais lu leurs noms sur des pierres tombales dans le comté de Placer. Eben, Ézéchiel et Rubin, Atherton, Hans, Karl et Otto Steinhorst, des bouchers, des boulangers, des forgerons. Pourquoi m'avait-on si peu parlé de leurs ancêtres? Était-ce parce qu'ils ressemblaient comme deux gouttes d'eau à l'oncle Sylvester et au cousin Rudolph? D'ailleurs, pour être franc, Dominique et Denis étaient-ils moins excentriques? J'ai bu mon vin, allumé une cigarette et décidé d'approfondir un peu ce problème. Au fait, comment se porte l'oncle Sylvester? Ma question l'a prise au dépourvu. L'oncle Sylvester? Tu sais, le juge fou. Quand veux-tu que je le sache? Il est probablement mort maintenant, et puis il n'était pas fou. As-tu parlé de lui aux enfants? Je crois. Pourquoi? Mieux vaut savoir qu'être ignorant. Où veux-tu en venir? J'ai haussé les épaules. Ah, rien. Vraiment. Et le cousin Rudolph, tu as eu de ses nouvelles dernièrement? Elle a senti le vent venir et s'est levée de table. Je vais à la plage, elle a dit en retirant son tablier avant de filer à l'anglaise. Attends-moi. Je l'ai rejointe au portail où elle m'attendait. Nous avons commencé de descendre la rue, la chaleur du désert lointain sur nos visages. Une lune rougeâtre, aux trois quarts pleine, éclairait le ciel à l'est. 11. Une cinquantaine de personnes étaient éparpillées sur la petite plage, en contrebas des hautes falaises crayeuses. Il faisait 3 degrés de moins sur la plage. Ça et là, il y avait de petits feux et des radios. La mer était grise comme le dos d'un requin, l'écume blanche comme le ventre d'un requin. Nous avons retiré nos chaussures et pataugé dans le sable, jusqu'à l'anse où Tina, Rick et Denis étaient assis autour d'un feu de bois flotté. J'ai senti quelque chose de pointu sous mon corps en m'asseyant. C'était l'une des bottes de Katie Dan. Elle était avec Dominique quelque part dans les vagues, mais la brume des brisants nous empêchait de les voir. Ma première pensée était pour le chien. Il est allé se balader sur la plage avec Jamie, a dit Rick. Harriet s'est installée à côté de moi. En nous approchant, nous avions entendu leurs paroles et leurs rires, mais maintenant leur silence glacé semblait nous exclure. J'ai remarqué que Rick et Dean fumaient de l'herbe. Harriet aussi s'en est aperçue. Faites attention, elle leur a dit, les shérifs patrouillent sans arrêt sur cette plage. Ils ont souri comme des vieux sages. Tu veux un joint, papa? A proposé Denis. Non, merci. Et toi, maman? C'était ridicule, il aurait mieux fait de se taire. Ta mère ne fume pas d'herbe, j'ai dit. Cesse donc de faire le malin. Ce truc est du tonnerre de Dieu, papa. T'es sûr que tu veux pas y goûter? Non, merci. Ça te fera pas de mal, vieux. Écoute, j'ai fumé de l'herbe avant que tu sois né, à l'époque où une boîte de Prince Albert pleine de marijuana coûtait 4 cents. Ah, le bon vieux temps. Il s'est moqué. Parle-nous de ça. Il n'y a pas grand-chose à raconter. L'herbe élargit la conscience des cerveaux ratatinés. Tu en as besoin parce que tu es un crétin. Merci beaucoup. Il a écrasé sa cigarette dans le sable, enlevé ses chaussures et ses chaussettes, puis est parti vers la mer. Harriet le suivait des yeux avec un regard plein de pitié. Tu n'es pas très gentil, elle a dit. Je me suis levé pour le rejoindre. Il s'est retourné en entendant les éclaboussures que je soulevais dans l'eau peu profonde, puis a continué le long de la plage. Je l'ai rattrapé et j'ai posé mon bras sur ses épaules. Il s'est dégagé violemment. Laisse-moi tranquille. Excuse-moi. Ça recommence, tu t'excuses encore. Tu t'excuses toujours après avoir insulté quelqu'un. Tu te débrouilles d'abord pour l'insulter comme du poisson pourri, et puis tu t'excuses. J'essaie d'être honnête. Honnête, tu es tortueux comme un serpent. Tu ruses et tu magouilles pour que tout le monde file doux. Tu es le pire faucheton que j'ai jamais rencontré. J'allais de nouveau m'excuser, mais me suis retenu à temps. Nous avons encore pataugé sur une cinquantaine de mètres, nos pieds blancs plongés dans la fine dentelle d'écume qui longeait le sable noir. Puis nous sommes arrivés à une barque échouée un peu plus haut, couverte d'algues et entourée de débris en tout genre. Denis ne voulait pas de moi, mais je me suis obstiné, tandis qu'appuyé contre le vieux bateau, il allumait une cigarette. Je ne savais pas quoi lui dire, il ne savait pas quoi me dire. Rentrons, j'ai proposé. J'en ai marre de toi, papa. Oh, j'aimerais que tu cesses de me traiter de crétin. Depuis mes premiers souvenirs, déjà au jardin d'enfants, tu me traitais de crétin. Pourquoi ne laisses-tu pas tomber? Ok. C'était peut-être l'effet de l'herbe. C'était peut-être un brusque éclat de colère, la nuit brûlante et les curieuses circonstances qui nous avaient réunis là. Peut-être voulait-il me dire ça depuis des années, sans jamais trouver l'occasion ou l'humeur adéquate. Mais maintenant il le disait. Et ses paroles ressemblaient à une déclaration soigneusement préparée, qu'il avait gardée par devers lui en attendant le moment propice. Papa, t'es un mauvais écrivain. Ce ne pouvait pas être mon fils, Denis. Ce devait être la marijuana.
tout comme ça avait été le vin avec mon père quand j'avais 20 ans. Il me maltraitait depuis des années, et le soir de Noël, excité par le vin, je l'avais défié. Nous nous étions battus devant la maison de North Sacramento, roulant dans la poussière, échangeant coups de pied, coups de poing et injures, jusqu'à ce que les voisins nous séparent. Le soir de Noël était donc revenu. Je crois que maman écrit mieux que toi. J'ai lu tes romans, ce sont de vieilles scies sentimentales à l'eau de rose, et je ne parle même pas de tes scénarios. Les scénarios ne valent pas grand-chose, j'ai reconnu. Pourquoi es-tu devenu écrivain, pas? Bordel, comment as-tu fait pour être publié? Oh merde, je suis pas si mauvais. H.L. Mencken me trouve plutôt bon. C'est lui qui m'a publié le premier. Tu pues, papa, tu pues vraiment. Le Tyran n'est pas un mauvais livre, il a eu d'excellentes critiques. Combien d'exemplaires en as-tu vendu? Pas beaucoup, mais ça a fait un assez bon film. Tu l'as vu à la télé récemment? J'ai préféré ne pas répondre. Quoi d'autre? Encore une chose. Tu es un con. Ça va, le compte est bon. Il a acheté sa cigarette, et nous sommes retournés vers les autres. Ça fait un sacré bien de se sentir respecté par ses enfants, j'ai dit. Merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as dites ce soir. De rien. 12. Nous sommes arrivés près du feu au moment précis où Dominique et Katie Dan revenaient de l'océan en se tenant par la main, nus et ruisselant d'eau. La présence d'Harriet a étonné Dominique qui a croisé ses mains sur son entrejambe, contourné sa mère pour rejoindre le tas de ses vêtements puis vivement remis son pantalon. Katie s'est approchée du feu avec nonchalance, puis a tendu les bras vers la chaleur des flammes. Elle avait un corps incroyable, des muscles souples et fuselés, des perles d'eau de mer scintillaient sur son petit pubis broussailleux. Harriet essayait de ne pas la regarder, et Katy se moquait de sa timidité. Regardez, maman. Mais oui, elle est gênée. Pas vraiment? Je ne devrais pas l'être. En tout cas, ton fils Dominique ne l'est pas, a répondu Katy en riant. Ça a vexé Harriet. Elle s'est levée, a enlevé le sable de sa robe avec une sombre fureur rentrée. Puis d'une voix froide et précise, elle a dit: Je retourne à la maison. Alors que je me préparais à la suivre, Stupide a jailli des ténèbres, le poil dégoulinant et plein de sable. Il s'est couché au pied de Rick, le souffle court, puis a fixé sur lui un regard plein d'adoration. Ensuite, Jamie est arrivé en courant, nerveux et inquiet. Qu'y a-t-il? Je lui ai demandé. Crétin de chien, il vient d'agresser un type. Il l'a mordu? Non, il a essayé de le sauter. Il a regardé derrière lui, le voilà. Harriet a vu le type. Et ça recommence, elle a dit en s'éloignant. L'homme portait un maillot de bain et une chemise imprimée hawaïenne, la cinquantaine bien bâtie, avec des jambes poilues grosses comme des poteaux. Il enrageait. Il a jeté un coup d'œil furieux à Jamie. C'est votre gamin? J'ai acquiescé. C'est votre chien? Oui. Votre nom, monsieur? Quel est le vôtre? Je m'appelle John Galt. Qui êtes-vous? Henry Mollise. Vous êtes nouveau dans le secteur, Mollise? Nous venons de nous installer il y a 20 ans. Quel est le problème? Je porte plainte contre votre chien. Pourquoi donc? Il a essayé de me baiser. Oh, allez, il fait ça à tout le monde. Ah oui, hein? Il aime jouer, voilà tout. Un molosse de 100 kilos tente de me tringler et vous appelez ça un jeu. Il pèse seulement 60 kilos. Je me fous de son poids, je vais le faire enfermer. Je l'ai regardé des pieds à la tête, les jambes poilues, les genoux cagneux, la bedaine lourde, les impressions ridicules de la chemise. Vous a-t-il mordu? Montrez-moi les marques de crocs, je ne vois de sang nulle part. Vous avez mal? Vous a-t-il blessé? Non? Alors il n'y a pas de problème. Et comment aussi, a protesté John Gall, je suis avocat, je sais de quoi je parle. Ça m'a refroidi. Je l'ai encore observé, il était plus massif que je ne pensais. Monsieur Galt, je suis navré de ce qui s'est passé. Je tiens toujours ce chien enfermé, mais ce soir il s'est échappé et nous l'avons cherché pendant des heures. Galt a souri en savourant son pouvoir. Feriez mieux de le ramener chez vous et de l'enfermer. Il a croisé les bras. Absolument. Je me suis retourné vers Jamie. Ramène-le à la maison, mon garçon. Écœuré par mon attitude, Jamie est allé chercher le chien. J'ai tendu la main à Galt. Désolé pour cet incident, monsieur Galt. Il a refusé de serrer ma main tendue, qui est restée figée entre lui et moi, comme un oiseau mort. Puis Jamie et moi avons saisi le colis de Stupide et nous sommes engagés sur le sentier qui menait à la rue. Me retournant, j'ai vu Galt qui nous observait, les bras toujours croisés. On aurait dit un bulldog qui avait gagné tous ses combats et chassé les autres chiens. Dégonflé, a dit Jamie. C'est mon nom. Henri Dégonflé Mollise. 13. De retour à la maison, j'ai découvert Harriet dans l'obscurité de notre chambre, furieuse et malheureuse. Je me suis assis sur le lit. Salope de noir, elle a dit. Oublie tout ça. Pourquoi? Que lui ai-je donc fait? Elle te faisait marcher, c'est un de leurs jeux préférés. Et Dominique n'est même pas intervenu, il n'a pas dit un mot. J'en ai marre de lui, marre de tous mes enfants. Elle s'est retournée de l'autre côté. Mes pauvres lasagnes, j'ai mis toute la journée à les préparer. Laisse tomber, prends un cachet.
Donne-les aux chiens. Je ne préparerai plus jamais un repas. Que Dieu me vienne en aide. Je l'ai laissé scruter désespérément les ténèbres, puis suis allé dans la salle à manger. L'énorme plat de lasagne ressemblait à un gâteau effondré, triste souvenir d'une soirée gâchée. Je l'ai porté dans la cour derrière la maison et j'ai appelé Stupide. Il s'est couché en posant ses pattes de part et d'autre du plat pour liquider les lasagnes à grosses bouchées. Il était 11 heures, encore trop tôt pour se coucher, surtout vu la température. J'ai rejoint ma pièce de travail et allumé une lampe sur le bureau. J'avais maintenant 70 pages, 20 000 mots environ, sur des feuilles jaunes soigneusement empilées devant moi. Pas une fois je ne m'étais relu, je me fiais à mon instinct. Alors j'ai décidé de tout reprendre depuis le début. J'ai reçu un choc terrible, je l'ai senti dans mes tripes et mes reins, la panique à l'état pur qui remontait le long de mon échine et faisait se dresser les cheveux sur ma tête. Ce n'était pas du tout un roman. C'était conçu comme un roman, mais cette saleté était en réalité un scénario détaillé, le squelette plat, stérile, unidimensionnel d'un film. Il y avait des fondus et des angles de caméra, même quelques fondus au noir. Un chapitre commençait ainsi, plan large, immeuble d'habitation, jour. 25 ans plus tôt, j'aurais saisi à deux mains cette pile de feuilles jaunes et l'aurais courageusement déchirée. Là, je n'avais plus assez de cran, ni, plus prosaïquement, assez de force dans les mains. Ainsi, comme pour tous les hommes, la mort minait Henry J. Mollise. L'échec était complet. Mollise n'écrirait plus jamais. Mollise, applaudi par la critique pour les 4 romans de sa jeunesse, aujourd'hui plus mort que vif à Point Dume. Réputé cinglé, souffrant d'ulcères, n'assiste plus aux réunions de l'association des écrivains, fréquente régulièrement le magasin de spiritueux et le bureau de chômage, marche sur la plage avec un gros chien stupide et dangereux, rabat-joie dans toutes les soirées, évoque sans cesse le bon vieux temps, picole tous les soirs en regardant les débats télévisés, brouillé avec son agent et actuellement non représenté, parle obsessionnellement de Rome, erre sans but dans son jardin, frappe des balles avec un fer numéro 9, méprisé par ses 4 enfants. L'aîné rejette la race blanche et va épouser une négresse. Le cadet profite de son sursis pour se lancer dans une vague carrière d'acteur. Le troisième est trop jeune pour participer à la désintégration de la famille. La fille est amoureuse d'un clochard des plages. L'épouse loyale s'occupe des affaires personnelles de son mari, prépare des repas sains qui consistent en œufs à la coque et crème au caramel, aide souvent Mollise à rejoindre les toilettes. J'ai allumé une pipe, puis suis sorti dans le patio et me suis effondré dans un fauteuil. En surface, la nuit brûlante était très paisible, mais derrière ce calme apparent, on distinguait l'énorme rugissement des vagues, les stridulations des criquets, le piaillement des oiseaux inquiets, les cris des écureuils, le hurlement d'avions à réaction scintillant, le frémissement des pins. L'air bruissait d'une étrange prémonition d'incendie. Une fois encore, la question la plus fondamentale et insoluble de mon existence a commencé de me hanter. Mon Dieu, que faisais-je sur cette petite planète? 55 ans pour en arriver là. C'était absurde. Combien de temps durerait le voyage pour Rome? 12 heures? Naples n'était pas mal non plus. Positano? Ischia? Touchais-je à la fin de ma vie dans une maison de Point Dume en forme de Y? Je ne parvenais pas à y croire. Dieu me faisait sans doute une farce. Hors des ténèbres, sur des pattes silencieuses, Stupide est arrivé près de moi. Il a d'abord observé mon corps, puis ma jambe pendante en pesant le pour et le contre. Il a opté pour la jambe qu'il a essayé de chevaucher, mais je l'ai ramené vers moi. Déçu, il a posé son menton sur ma cuisse et j'ai frotté l'arrière de ses oreilles. J'avais besoin d'aide. Oh Dieu, si ce chien avait pu parler. Si j'avais pu discuter avec mon beau Rocco, comme ma vie aurait été différente. Rocco, j'ai besoin de tes conseils. Quel est le problème, patron? Je ne suis pas heureux, je veux modifier toute ma vie, repartir de zéro, quitter le pays. Vas-y, vieux, écoute la voix de ton cœur, va là où il te dit d'aller. Et ma femme et mes enfants, quitte-les, prends la route, c'est ta dernière chance, il n'y en aura pas d'autre. J'aimerais pouvoir t'emmener avec moi, mon garçon. Toi aussi, tu vas me manquer. Je t'enverrai quelque chose, des tarallas, un gâteau italien très doux. Soyez libre, patron, rien d'autre ne compte. J'ai entendu des voix de l'autre côté de la maison quand les gosses sont revenus de la plage. Stupide est parti en courant à leur rencontre. Quelques instants plus tard, il y a eu un cri, le seul de cette espèce que je connaisse, le cri de Tina. J'ai traversé la maison au pas de course jusqu'à la porte de devant, en devinant d'avance le spectacle qui m'attendait. N'importe qui aurait pensé qu'un vétéran du corps des Marines, qui avait écumé les jungles du Vietnam, était décoré pour acte de bravoure à Pleiku et Binh Dinh, blessé à Qui Non, saurait évidemment repousser les assauts affectueux d'un chien joueur. Eh bien non, pas le sergent Kolb. Il était de nouveau cloué au portail, et Stupide, collé contre lui.
Comme la dernière fois, Denis était là, et encore une fois, il m'a rendu furieux en donnant des coups de pied dans l'estomac stupide. Pas une fois, mais trois. Je l'ai injurié en courant aider mon chien, mais ce n'était pas nécessaire. L'animal s'est retourné sous le coup de la douleur, et ses crocs se sont plantés dans la jambe de Denis. Il a hurlé, puis est tombé sur un genou, tandis que le chien plein de remords s'enfuyait dans l'obscurité. Denis a relevé la jambe de son pantalon, et nous nous sommes réunis autour de lui pour examiner les deux rangées de trous dans son mollet et son tibia. Rien de grave, j'ai dit. Ça fait mal? Va te faire foutre, d'accord? Il s'est levé, puis est rentré à la maison en boitant, aidé de Rick et de Dominique. Tous l'ont suivi, sauf Jamie qui est resté à côté de moi pendant que je roulais stupide sur le dos, afin d'examiner son ventre. Il n'y avait pas de traces de blessure. Tu as vu ce qui s'est passé, j'ai dit. Un cas typique de légitime défense. Le chien n'avait pas le choix. Je ne sais pas. Il a essayé de se farcir deux personnes ce soir. Une autre chose me troublait. Pourquoi Rick Kolb est-il paralysé par ce chien? De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? Il a peur de sortir de ses gonds et de tuer stupide. Il me l'a dit. Nous sommes allés dans la cuisine. En robe de chambre, Harriet tenait le pied de Denis contre elle et s'occupait des traces de morsure qu'elle lavait à l'eau savonneuse. Je l'ai regardé appliquer de la néosporine et des pansements. Tu ne risques pas la rage, j'ai dit. Le chien a été vacciné. Denis a eu un sourire torve. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis des semaines. Maintenant, il peut bouffer tous les habitants de Point Dume. Il y a une solution, m'a dit Tina. Je l'ai attendu. Fais-le castrer. Ça m'a choqué. Pour qu'il se traîne comme un légume, je préférerais le savoir 6 pieds sous terre. Tout à fait d'accord, a dit Kolb. Ce qui veut dire, la seule chose un peu humaine à faire à ce pédé de chien, c'est de mettre un terme à ses souffrances. Il n'y a pas de preuve qu'il soit pédé, simplement il n'a pas trouvé la femelle adéquate. Ils se sont bruyamment moqués de moi. Un bloc de silence glacial est tombé sur la cuisine. Tous me regardaient. Je veux te parler, papa, a dit Tina. Elle est sortie de la cuisine et je l'ai suivie dans le patio. Elle tremblait. La détermination brillait dans ses yeux. Elle brûlait de s'exprimer. J'ai pris une décision. Soit le chien part, soit je m'en vais. Où? M'en fous. J'ai été terriblement patiente, comme Rick d'ailleurs. Débarrasse-toi de ton chien, sinon je m'en vais. Elle avait l'intensité d'un oiseau. Cette jeune femme absolument viscérale, sujette à des explosions et des cris imprévisibles, adepte de longue date du bris de vaisselle. Par-dessus le marché, elle arrivait toujours à ses fins. Ses menaces étaient absurdes. Si je me débarrassais de stupide et qu'elle avait malgré tout envie de partir, elle partirait. Et si moi je devais choisir entre mon chien et ma fille, je ne pourrais que choisir mon chien, mais non sans regret. Elle ne me laissait pas vraiment le choix. Elle désirait seulement que le chien sorte de sa vie. À toi de décider, j'ai dit. Je ne me séparerai pas de mon chien. Elle a pivoté sèchement sur les talons pour rentrer dans la maison. 14. Le lendemain matin, Denis s'est fait faire une piqûre de pénicilline, puis il est revenu de chez le médecin sur des béquilles. Un changement s'était produit en lui. Il arborait maintenant un sourire placide, une tolérance peu commune chez un jeune en guerre avec le monde. J'ai regardé tristement les béquilles. Ne fais donc pas cette tête, il m'a dit en souriant, tout va bien. Le médecin avait suggéré à Denis de ne pas se servir de sa jambe blessée pendant 3 ou 4 jours. Mais Denis a insisté pour aller travailler. Pas de problème, de toute façon je ne sors jamais de mon taxi. Bien qu'étrange, cette gaieté était un soulagement. Harriet trouvait son fils très courageux. Comme nous marchions vers le garage, il s'est arrêté sur ses béquilles pour accueillir Stupide et frotter ses oreilles. Bon chien, il a dit. Il achetait les béquilles sur la banquette arrière de sa bugue déglinguée et refusait mon aide pour s'installer au volant. Il a embrassé Harriet, m'a dit au revoir, et le tas de ferraille a descendu l'allée. Quel gentil garçon, j'ai dit. Je m'étais complètement trompé sur son compte. 3 jours plus tard, il est sorti de sa chambre en uniforme de l'armée pour ses exercices bimensuels de préparation militaire à Fort MacArthur. Il marchait toujours avec des béquilles. Reste ici, je lui ai dit. Personne n'a besoin d'un soldat infirme. Tu ne peux pas défiler comme ça. Tu es inapte à tout service. Reste à la maison et demande un mot d'excuse au médecin. Le devoir m'appelle. Il balançait sa jambe droite à une quinzaine de centimètres du sol. Tu as mal? Qu'est-ce qu'une petite douleur? Ça sonnait faux, mais je n'ai rien dit. 2 semaines plus tard, il se baladait toujours sur ses béquilles, en paix avec les hommes et les animaux, souriant comme saint François, une lueur de spiritualité nimbant son visage serein, tandis qu'il contemplait l'horizon lointain de l'océan. Comment va ta jambe? Guéri. Il a relevé son pantalon pour me montrer les cicatrices. Pourquoi ces béquilles? J'ai toujours mal quand je m'appuie dessus. Que dit le médecin? Un cas bizarre, il m'envoie consulter chez un neurologue. Vraiment bizarre. Le neurologue a jugé le cas déconcertant et prescrit d'autres examens.
Ça ne sera certainement pas permanent, a dit Harriet. On ne sait jamais, maman, faut accepter les petits malheurs de la vie. Nous prenions le café dans la cuisine, des béquilles étaient posées contre le mur à côté de lui. Bah, j'ai fait. C'est une façon comme une autre de rouler l'armée. Nos regards se sont croisés. Je ne désire pas rouler l'armée. Tout ça a changé. J'aime l'armée. C'est formidable d'être soldat. Tout cela dit simplement, sans la moindre culpabilité, avec conviction, la sophistique d'un acteur doué. Très bien, bravo, a dit sa mère. J'ai l'intention de m'engager pour 6 ans. L'armée offre une myriade de possibilités dont je veux profiter. Et ta carrière d'acteur, je lui ai demandé. J'ai renoncé à cette foutaise. Je prends de la bouteille, je réfléchis. Je veux avoir une vie utile. L'armée n'a que faire des infirmes. Si tu continues à te servir de ces béquilles, ils vont te réformer. J'y arriverai. Donne-moi un peu de temps. J'ai encore croisé son regard. Dieu, quel menteur. 15. 3 semaines plus tard, Rick, Kolb et Tina se sont jetés à l'eau. Cela ne m'a guère étonné. Depuis quelques jours, le bus de Kolb restait garé dans l'allée, pendant qu'il se préparait au grand départ. Tina a acheté quelques mètres de tissu pour installer des rideaux à fleurs et des housses de banquette assorties. Elle cousait pendant que Rick révisait le moteur du bus. Il y a ensuite installé des haut-parleurs pour son magnéto-cassette. Les planches de surf étaient fixées au toit. Leur excitation romantique à l'idée du départ a été légèrement entamée quand ils ont remarqué que leur décision ne soulevait aucune protestation de notre part. C'était d'ailleurs la seule réaction envisageable, car ils étaient déterminés, et nous n'aurions pu les retenir. Quant au fait qu'ils couchaient ensemble, ils avaient commencé voici plusieurs mois. Alors à quoi bon râler maintenant? Nous supposions qu'ils se marieraient un jour, mais personne n'abordait ce sujet, d'autant que Rick subissait la pression de ses parents. La seule intrusion dans leur vie privée a été une boîte de pilules supplémentaires qu'Harriet a glissée dans la valise de Tina. Nous nous sommes réunis dans l'allée pour les adieux. Harriet pleurait, mais je n'ai eu aucun mal à garder mon calme et l'œil sec. Dès le début, j'ai toujours été exclu de l'univers de ma fille. Elle manifestait régulièrement une sorte de férocité qui frisait l'instabilité, face à laquelle une seule stratégie semblait efficace, lui laisser les coudées franches en toute chose. Et maintenant, je l'observais dans son lévis blanc et son corsage rouge, les 2 nattes de sa coiffure, son beau visage angélique qui semblait nier son tempérament de chat sauvage, et je regrettais tristement que nous fussions des étrangers l'un pour l'autre. Elle ne me haïssait pas, elle m'aimait, mais me considérait comme un casse-pied. Prends bien soin d'elle, j'ai dit à Rick en lui serrant la main. Prenez bien soin de votre chien. Allongé sur le ciment, Stupide adressait à Kolb un regard velouté, débordant d'adoration. Rick s'est approché de lui, a enfoncé doucement la pointe de son mocassin dans la fourrure de l'animal, en disant « Au revoir, Stupide ». Le chien s'est levé, approché de la roue arrière du bus, a levé la patte, puis pissé sur l'enjoliveur pour signaler que le véhicule appartenait à son territoire. J'ai embrassé Tina. Quand nous reverrons-nous? Qui sait? Elle m'a répondu en soupirant. Un jour. Où allez-vous? Vers le nord. Big Sur? Peut-être. Nous ignorions tout des finances de Rick, mais comme Tina avait retiré les $600 de son compte épargne, il n'y avait pas à s'inquiéter pour la nourriture et le gîte, du moins dans l'immédiat. Je croyais qu'il se baladerait tant qu'il leur resterait de l'argent, puis qu'il reviendrait à Point Dune. La mère et la fille ont fondu en larmes lors de l'ultime étreinte. Essuyant ses larmes, Tina m'a dit « Sois gentil avec elle, papa, tu m'entends ?» Je ferai de mon mieux. Je ne plaisante pas, elle a dit gravement. Ils sont montés dans le bus, et j'ai jeté un dernier coup d'œil perplexe à l'intérieur de ce cylindre étrangement nu. Malgré les rideaux, la couleur et un tapis neuf, cela sentait l'artificiel à la Mickey Mouse. Cela manquait de chaleur et de confort. Je leur donnais 2 semaines. Ils ont franchi le portail en agitant la main, et nous envoyant des baisers, puis ils sont partis vers la grande route. Alors j'ai pensé, 4 moins 1 égale 3. Mais même ça semblait prématuré. Néanmoins, j'espérais au fond de mon cœur qu'ils étaient partis pour de bon, car je voulais installer mon bureau dans la chambre de Tina. Elle possédait la plus belle vue sur l'océan, grâce à ses 2 grandes fenêtres qui donnaient au sud, et c'était la plus belle pièce de toute la maison. Il y avait aussi des étagères encastrées et un cabinet de toilette particulier avec une baignoire. Je rêvais. Ils sont revenus une semaine après, s'arrêtant seulement à la maison pour la nuit, afin de laver leur linge et le bus. Tina a pillé la cuisine, casserole, assaisonnement, torchon, une poubelle, un balai et un chiffon à poussière, un réveil, un fer et une planche à repasser. 3 jours plus tard, ils étaient de retour, cette fois pour laver les cheveux de Tina et utiliser le séchoir. Ils sont repartis avec une cartouche de cigarette, une bonbonne de vin et une grande bouteille d'huile d'olive. Puis le même scénario s'est répété plusieurs fois. Ils n'allaient jamais plus loin au sud que San Isidro, et chaque fois il y avait un coup de téléphone en PCV pour Harriet.
Entre le téléphone et les razzias ménagères, Tina me coûtait plus cher que si elle était restée à la maison. Je le lui ai dit. Tu as le cul entre deux chaises. Tu vis ici ou pas? Bien sûr que non. Je suis simplement de passage. Parfait. Dans ce cas, je m'installe dans ta chambre. Je te l'interdis formellement. Elle a rejoint le bus avec une brassée de couverture. J'ai découvert ensuite qu'elle avait fermé à clé la porte de sa chambre. La clé était introuvable. J'avais tort de croire que nous ne la perdrions jamais. Le 10 mars, jour de son anniversaire, elle a téléphoné de Santa Cruz pour nous annoncer que Rick et elle venaient de se marier l'après-midi même et qu'ils étaient en route vers le Canada. Mon erreur de calcul m'a stupéfait, et j'ai remâché tous les péchés que j'avais commis envers elle. Comme dit la chanson, c'est tellement chouette d'avoir une fille à la maison. Et maintenant elle était bel et bien partie. Elle avait occupé une place très importante dans le tissu de nos vies. Elle était le fil brillant qui donnait de la couleur au dessin. Adorée et respectée par ses frères, couvée et gâtée par sa mère, un beau mystère pour son père. Au téléphone, elle a dit en riant que je pouvais désormais m'installer dans sa chambre et que la clé était cachée sous le tapis du couloir devant sa porte. Quelques minutes plus tard, je me suis glissé dans sa chambre, allongé sur son oreiller pour respirer le parfum de ses cheveux, en regardant les poupées alignées en haut des murs qui me dévisageaient avec leurs yeux de verre. J'ai pensé, oh merde, et je me suis mis à pleurer en me rappelant la fessée mémorable que je lui avais donnée quand elle avait 8 ans. Déjà sa chambre était une partie mystérieusement morte de la maison, le domaine de fantômes rêveurs. J'ai touché ses robes, ses ceintures et ses rubans, ses objets sur la coiffeuse, qui tous palpitaient du contact de ses doigts. Pendant qu'Harriet sanglotait dans le patio, je suis allé dans mon bureau écrire à Tina, une lettre que je ne posterai jamais, je le savais. 4 ou 5 pages éplorées d'un gamin qui avait laissé tomber son cornet de glace par mégarde. Mais je lui disais tout, ma culpabilité, mon terrible désir de pardon. Quand je l'ai relue, la force et la sincérité de ma prose m'ont bouleversé. Je l'ai trouvée par endroits très belle. J'ai même envisagé d'en tirer un bref roman, mais je n'avais pas mon pareil pour tomber en extase devant ma prose. Je n'ai pas eu trop de mal à déchirer ce que j'avais écrit et à le mettre à la poubelle. Je ne me suis pas installé dans la chambre de Tina. Le matin qui a suivi leur mariage, j'ai trouvé Harriet buvant du café noir, les yeux rougis par les larmes, le regard mauvais. Eh bien, elle a fait. J'espère que tu es content. Que veux-tu dire? Tu gagnes un chien, moi je perds une fille. Elle ne convole pas avec un chien, elle convole avec Rick Colt. C'est le chien qui les a chassés. Il y avait une seule façon d'éviter une scène. J'ai jeté mes clopes de golf dans la voiture et suis parti pour Rancho où j'ai fait quelques trous avec 3 poivreaux. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, ils m'ont plumé à $6 le point. 16. Une semaine plus tard, nous avons connu une autre angoisse téléphonique. La sonnerie a retenti à 4 heures du matin, et nous avons tous deux répondu ensemble, Harriet dans la chambre et moi dans mon bureau. C'était Katie Dan, plus pétillante que jamais. Salut maman, salut pas. Pourquoi nous appelez-vous à cette heure a demandé Harriet. Dominique est blessé. Que s'est-il passé? Il s'est battu. Avec qui? Vous lui demanderez. Des Noirs a demandé Harriet. T'occupe, je suis intervenu. Comment va-t-il? Maintenant ça va mieux. Où est-il? Elle a donné l'adresse d'un immeuble de Pier Avenue à Venise. Je lui ai dit que nous y serions dans une demi-heure. Harriet a été prête avant moi, un manteau sur sa chemise de nuit, un foulard sur ses cheveux. Nous avons couru au garage et j'ai fait hurler la boîte de vitesse. Sur la route de la côte déserte, j'ai poussé la Porsche à plus de 160 et nous avons atteint Santa Monica avant que je ne ralentisse à 100 à l'heure. Harriet a enfin brisé le silence. Des nègres, elle a grommelé. Je l'ai regardée. Elle était méduse. Le foulard claquait derrière sa tête. Le vent faisait exploser ses cheveux en tous sens. Son visage crayeux, non maquillé, avait la rigidité cadavérique d'une pierre tombale. Ses yeux aux paupières immobiles brillaient de rage et d'inquiétude. Terrifiant. L'inconnu. Une inconnue. Oh, ces années, ces années. Je me suis retrouvé un quart de siècle plus tôt à une séance de signature à San Francisco pour fêter la sortie de mon premier roman. Une mince blonde sensuelle vêtue de tweed, des yeux bleus, une bouche ronde, qui me parlait en haut de l'hôtel Mark Hopkins, ses lèvres humectées de vin en rencontrant les miennes, son sourire s'immisçant dans mes os quand j'ai pris sa main pour l'emmener vers l'ascenseur, puis dans la rue, par un froid après-midi venteux. Nous nous sommes promenés sur Nob Hill jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que j'aie la voix enrouée à force de parler. Qu'elle était belle! Quelle justesse dans la douce prophétie de son regard, où j'ai distingué les montagnes et les vallées de ma vie entière,
où j'ai même compté 4 enfants et 2 grands romans sur une étagère. Que serions-nous devenus si nous n'avions pas quitté cette fête? Où serions-nous aujourd'hui? Certainement pas sur la route de la côte à 4h30 du matin pour voler au secours d'un fils conçu lors de ce mystérieux après-midi à Nob Hill voilà si longtemps. Nous avons trouvé l'immeuble sur la colline au-dessus de la plage de Venice, une construction flambant neuve entourée de grands palmiers plantés régulièrement. Cet immeuble luxueux contrastait avec les maisons ternes du quartier. Je me suis garé dans le parking. Quand nous sommes descendus de voiture, Harriet a pris un tournevis sur la banquette arrière. Ça va te servir à quoi? Mêle-toi de tes oignons. Je le lui ai arraché des mains avant de le lancer dans la voiture, puis nous sommes entrés. C'était le deuxième appartement au rez-de-chaussée. J'ai sonné et Katie a aussitôt ouvert la porte. Elle portait une combinaison moulante en faux léopard avec une queue en bas du dos. Salut, pas, elle a dit en souriant. Puis elle m'a embrassé sur la joue avec un balancement de sa queue de léopard. Elle a ouvert les bras pour embrasser Harriet. Non, je vous interdis de m'embrasser, a dit Harriet en la bousculant pour passer. Où est mon fils? Le salon ressemblait à un champ de bataille. Il y avait 2 lampes cassées par terre, des chaises renversées, une table basse brisée, de la nourriture et de la vaisselle répandue sur le tapis, des éclaboussures de sang çà et là. Katie a marché vers une porte, ici. Dominique était allongé sur un lit défait, la tête appuyée au mur, une serviette pleine de sang contre le nez, des zébrures écarlates sur sa chemise et son pantalon. Ses 2 yeux étaient violacés, l'un quasiment fermé. Sous sa chemise en lambeaux, j'ai aperçu des marques rouges le long de ses côtes. Il ne parlait pas, mais le reproche couvait dans son regard et il tremblait comme s'il avait la fièvre. Harriet s'est précipitée vers lui, mais il s'est réfugié contre la tête du lit et lui a interdit de le toucher. Ok, ok, marmonnait-il sous sa serviette, en battant en retraite. Quand il a retiré sa serviette, nous avons vu ses lèvres blessées et tuméfiées. Son nez ne saignait plus, le sang noir s'était coagulé dans ses narines. Harriet s'est ruée dans la salle de bain, a fouillé partout, ouvert des tiroirs en disant « Il n'y a donc pas de serviette dans cette porcherie ?» Elle est revenue avec un paquet de papier toilette mouillé, s'est assise au bord du lit, puis a nettoyé les taches de sang sur le menton de Dominique et autour de son nez. Qui a fait ça? Elle a dit. Qui était-ce? Je ne veux pas en parler, il a répondu, en tournant les yeux vers Katie, qui s'appuyait avec désinvolture contre la porte. Harriet lui a lancé un regard assassin. Qui était-ce? Katie ne s'est pas montrée plus coopérative. Avez-vous appelé la police? A dit Harriet. Elle a regardé Katie. Je vous parle. Avez-vous appelé la police? Laisse tomber, maman, a dit Dominique. Certainement pas, s'est écriée Harriet. C'était des panthères, pas vrai? Ils t'ont attaqué parce que tu tournais autour d'une de leurs femmes. Oh, bon Dieu, maman, a fait Dominique. Katie Dan a hurlé de rire. Pliée en deux, elle est partie en vacillant dans le salon. Sa queue de léopard a fouetté l'air quand elle s'est écroulée sur le divan, secouée par le fou rire. Des panthères, oh maman, t'es extra. Des panthères, c'est trop. Ses dénégations sont passées à 100 pieds au-dessus de la tête d'Harriet, qui s'absorbait dans sa tâche préférée, s'occuper de son garçon. Elle l'a aidé à enfiler son manteau par-dessus la chemise déchirée. Puis nous l'avons tous deux soutenu pendant qu'il se levait. Il se tenait debout avec une raideur très digne. Puis il a mis un pied devant l'autre et nous lui avons emboîté le pas jusqu'au salon. Harriet a ouvert la porte de l'appartement. Quittons cet endroit horrible, elle a dit. Troublé, hésitant, Dominique s'était figé. Ses yeux ont rencontré ceux de Katie. Au revoir, elle lui a dit en souriant. Il est sorti dans le couloir sans répondre ni se retourner. J'ai été le dernier à partir. À la prochaine, pas, a dit Katie. À la prochaine, Katie. J'ai fermé la porte. Nous sommes arrivés à la maison alors que le soleil se levait, œil rouge suffocant dans le smog. Nous n'avions pas dit un mot pendant le trajet en voiture, conscients du bouleversement de Dominique, du tremblement de terre subi par son esprit, une souffrance trop profonde pour qu'on pût la nommer. Pendant un moment, Harriet a tenu sa main, mais elle devait être très froide et réticente car elle a fini par la lâcher, et nous nous sommes sentis davantage imbéciles que sauveteurs. Nous l'arrachions à Katie, mais il n'était pas avec nous, il était à Venice et avec elle. J'ai préparé du café pendant qu'Harriet faisait couler un bain chaud, lavait ses plaies et les enduisait de crème. Il était presque redevenu lui-même quand il est entré dans la cuisine en peignoir blanc de velours frisé. Il a regardé son reflet dans le miroir à côté des étagères et grimacé de dégoût en découvrant son visage tuméfié et ses yeux au beurre noir. Il traversait une sale passe. Je lui ai servi un café, mais il l'a refusé, puis il est parti se coucher. Apparemment soulagée, Harriet s'est assise. Je suis contente que ce soit arrivé, elle a dit. Je crois qu'ils ont tous les deux reçu une bonne leçon. Quelle leçon? Je lui ai demandé. Je ne vois pas de quelle leçon tu veux parler. Bon Dieu, je ne sais même pas ce qui s'est passé.
Ils n'apprécient pas plus que les Blancs leur piquent leurs femmes que nous n'aimons qu'ils nous piquent les nôtres. Bêtises. Le monde est plein de couples mixtes, on en voit partout, même à l'église. On ne les regarde plus avec des yeux ronds. Il la déteste, a dit Harriet ravie. Oh, comme il la déteste. J'en doute. Comment peux-tu en douter? Tu n'as pas remarqué la façon dont il l'a regardée? Il la méprise. J'en doute. Dominique a un faible pour le cul des dames et Katie Dan a un cul qu'on ne peut pas détester longtemps. On ne voit que ça chez elle, tellement il est gros. C'est exactement ce que je veux dire. C'est fou comme tu peux te tromper, comme tu connais mal ton propre fils, il n'est pas du tout comme ça. Et puis elle avait les projets romantiques d'une mère pour son fils. Elle s'appelait Linda Erickson, la blonde déesse de Broad Beach Road, tout droit débarquée de l'Arizona, encore enveloppée dans la cellophane de sa virginité, libre comme l'air, la fille d'une des amies d'Harriet. C'est de la folie, je l'ai prévenu, ne mets rien en branle. Il va adorer Linda. Il n'adore pas les blanches, parce qu'il n'a pas encore trouvé chaussure à son pied. Linda est une dame. Une dame est la dernière chose qu'il désire. Tu verras. Elle a posé le téléphone sur ses cuisses. Pendant qu'elle composait le numéro, je suis sorti pour m'asseoir sur la pelouse à côté de mon chien. J'ai frotté son ventre. Il avait pris 5 kilos depuis son arrivée parmi nous. Et lui ai dit que nous étions dans un sacré pétrin, y compris lui.